Bonjour Mathieu Plane. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, directeur adjoint à l'OFCE même. On va parler de dépenses publiques ensemble. C'est le thème de votre dernier Policy Brief qui est disponible sur le site de l'OFCE, téléchargeable gratuitement. Première question, la dépense publique en France est 8 points de PIB au-dessus de celle de la zone euro. Comment expliquer cette situation ? Alors, il faut effectivement rappeler que la France a un niveau de dépenses publiques dans le PIB qui est parmi les plus élevés du monde. Dans les pays de l'OCDE, effectivement, on a 57% en 2015 en tout cas de dépenses publiques en poids du PIB. Donc on peut se poser la question légitime, est-ce que c'est trop de dépenses publiques? Alors c'est vrai qu'il y a des différences notables par rapport à la moyenne européenne. On a 8 points de PIB par rapport à la moyenne de la zone euro. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a une telle différence. Alors, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a à peu près 2 tiers de cet écart qui s'explique par le modèle de protection sociale. Il y a une singularité qui est le modèle de protection sociale français, et en particulier son système de retraite et de santé. Il faut savoir que les prestations de retraite et santé représentent quasiment 80% des dépenses de protection sociale. Et pourquoi? C'est parce qu'on a un régime de retraite par répartition à 98% public et un système de santé universel et essentiellement public. On n'a pas plus de fonctionnaires par nombre d'habitants qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni. Alors, quand on regarde dans le nombre d'emplois non marchands rapportés à la population, effectivement, on est assez comparable à ce qu'on peut voir au Royaume-Uni et en Allemagne. On est en dessous des pays scandinaves. Alors, il y a des pays qui en ont un peu moins. Mais si on prend le périmètre au sens large des emplois non marchands, qui sont donc financés par de l'argent public, on est dans des moyennes qui sont assez proches des grands pays, en tout cas comparables. Donc, il y a premièrement le modèle de protection sociale. Deuxièmement, on a plus de dépenses d'éducation et d'infrastructures que les autres pays, mais si on rapporte à la démographie, c'est pareil, on a plus d'enfants. En fait, par exemple, dans le système scolaire, on ne dépense pas plus par élève en moyenne que les autres pays, mais en revanche, on a une démographie plus dynamique. Donc, ça veut dire qu'on a plus de dépenses d'éducation pour cette raison-là, et plus de dépenses d'infrastructures aussi, parce que la démographie, effectivement, il faut avoir des infrastructures qui sont nécessaires pour être, en tout cas, adaptées à cette démographie. Et troisième point, on a aussi un effort de défense supérieur. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a un budget de la défense, et notamment par rapport à la moyenne européenne ou notamment aux Allemands, qui est supérieur, qui assure en partie la sécurité extérieure de l'Europe. Et donc c'est vrai que si on prend la protection sociale, la démographie et la défense, en fait on comprend en gros les différences qui peuvent exister entre la France et les autres pays européens. J'en reviens au niveau de dette. On est à 57% du PIB, de déficit plutôt. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation, de ce chiffre ? Alors, il faut toujours regarder les évolutions et regarder la soutenabilité de ces dépenses publiques. Il faut comprendre aussi qu'on a eu une explosion de la dépense publique depuis 2007. Il faut savoir que 5 points de PIB de hausse de dépenses publiques depuis 2007, c'est quasiment la moitié de l'augmentation qu'on connaît depuis les 35 dernières années. On a eu un peu plus de 10 points de PIB d'augmentation, dont 5 sur les 8 dernières années. Et pourtant, il y a des efforts budgétaires qui ont été réalisés. Sous Sarkozy, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 et les RGPP. Sous Hollande, on a eu la modernisation de l'action publique et le fameux plan de réduction de 50 milliards de la dépense publique. Et pourtant, on a des niveaux historiquement élevés. Alors pourquoi ? Effectivement, on a eu un ralentissement des dépenses publiques. La dépense publique a ralenti quasiment. Le taux de croissance a été divisé par 2 depuis 2007 par rapport au niveau d'avant-crise. En revanche, on a eu une chute d'activité colossale. On avait une croissance avant crise qui était supérieure à 2%. On voit que depuis la crise, on est plutôt en moyenne à 0,5. Et donc, on a eu un ratio dépenses publiques sur le PIB qui a beaucoup augmenté. Ce qui veut dire que si on a vu la même croissance que ce qui prévalait avant crise, on serait aujourd'hui à une dépense publique inférieure à 50% du PIB. Donc, il ne faut pas oublier que dans le poids de la dépense publique, il y a aussi le dénominateur qui est le PIB et son évolution. Et donc, c'est important de voir que le choc de croissance a eu un impact sur le poids de la dépense publique. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant face au déficit ? Quelle est la meilleure arme ? C'est plutôt augmenter les impôts ou alors c'est poursuivre cet effort de réduction de la dépense ? Alors, ça dépend quels sont les objectifs qu'on se donne. C'est-à-dire quelle est la trajectoire de réduction des déficits. Effectivement, il y a des efforts importants qui ont été faits, plutôt sur les prélèvements que sur la dépense publique depuis le début de la crise. Il ne faut pas oublier que la croissance est un vecteur essentiel dans la réduction des déficits. Or, aujourd'hui, effectivement, on a fait des ajustements structurels qui prenaient assez mal en compte la croissance. Après, sur les choix à faire, dans la dépense publique, il faut bien voir que ce n'est pas la même chose de réduire les consommations intermédiaires ou réduire l'investissement public. Par exemple, aujourd'hui, l'investissement public est à son plus bas niveau en poids de PIB depuis 1952, ce qui pose un problème sur les infrastructures, sur l'innovation, sur la croissance potentielle, sur un certain nombre de choses. Gagner en efficacité de service public, c'est quelque chose qu'on doit faire. Éviter les doublons, c'est quelque chose qu'on doit faire. En revanche, ce qu'on voit
d'un point de vue macroéconomique. C'est vrai que quand on est dans une situation de chômage de masse, de croissance faible, effectivement, réduire massivement la dépense publique a un impact plus récessif d'augmenter certains prélèvements, et notamment les plus progressifs. Donc, effectivement, dans le contrôle de tout ça, réduire la dépense publique, il faut d'abord faire des bons choix sur la réduction des dépenses publiques, et puis après, effectivement, selon la situation conjoncturelle, si on est avec un chômage bas, un niveau d'inflation élevé, effectivement, augmenter la dépense publique sera inflationniste assez peu efficace. Donc il faut faire attention à la situation conjoncturelle. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État continue de se désengager de certains services? Ça peut être une piste face au déficit? Alors, il y a toujours ce choix qui peut être opéré, mais il faut bien avoir en tête que de toute façon, ça sera au profit soit de plus d'assurances privées, hein, on voit par exemple pour la santé, ou alors pour les retraites au profit de certains fonds de pension, ce qui veut dire aussi que du coup, il va falloir que les ménages s'assurent, mais de façon privée et plus de façon obligatoire. Et puis, il y aura un autre impact qui est aussi de savoir quel est l'impact redistributif de tout ça. On voit que la dépense publique, finalement, est un vecteur très fort dans la réduction des inégalités. En fait, c'est 80% de la réduction des inégalités, notamment par l'éducation et la santé, diminue les inégalités. La fiscalité, c'est que 20% dans la réduction des inégalités. Donc finalement, si on va vers un système de dépenses publiques plus faible avec une part du privé plus élevée, il faut d'abord traiter la question des inégalités, il faut traiter aussi la question sur la croissance avec les multiplicateurs budgétaires, et puis après, poser sur la table quel est le choix de société qu'on veut, et puis finalement, qu'est-ce qui est plus efficace? Est-ce que pour certains soins ou pour certaines prestations, est-ce qu'il vaut mieux avoir un service public ou un service privé? Et on voit qu'il ne faut pas mettre tout dans le même sac. On voit que la dépense publique a un caractère très large. On voit que ça va des minima sociaux jusqu'à l'aide aux entreprises, en passant par la protection sociale. Donc il faut vraiment une analyse détaillée de tous ces points et effectivement rendre la dépense publique la plus efficace possible, mais tout en conservant un modèle social qui est important dans la lutte contre les inégalités et aussi dans l'accès d'un certain nombre de soins ou notamment sur les questions de retraite, quelque chose d'assez important. Eh bien, ça tombe bien, on est en pleine période pour ces choix. Merci de cet état des lieux, Mathieu Plane. Merci encore. Merci à vous.